sur le cloud. Yes. Bon, alors, l'enregistrement vient de démarrer. Nous avons fait une inclusion avec les 2, 4, 6, 6 autres personnes que j'ai le plaisir de retrouver ce soir. Nous sommes le 30 septembre et la proposition que je fais, c'est de revenir sur mon expérience d'avoir monté un business autour de la facilitation à Paris, puis une deuxième fois sur Nantes, et de raconter un petit peu ces expériences-là avant de collecter un certain nombre de questions auprès des personnes ici présentes, en espérant que les questions qui seront posées correspondent à celles qui, vous qui serez en train de le regarder en replay, que ce soit à peu près les mêmes questions. Alors, j'ai monté mon business de facilitation. Ça a démarré aux environs entre 2008 et 2010 d'une manière un petit peu chaotique, c'est-à-dire que je n'avais pas encore de structure et la facilitation, j'y suis rentré un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je faisais de la facilitation un petit peu sans le savoir. Et un jour, on m'a dit, mais tu regardes, ce que tu fais, c'est de la facilitation. Et comme j'étais très impliqué dans le milieu associatif sur Paris, ce que je faisais naturellement à organiser des demi-journées, des réunions, des choses, etc. Donc, très naturellement, j'utilisais les rôles délégués avec facilitateur, timekeeper, sans forcément les appeler comme ça. Rappelez-vous, 2008, c'était encore une époque où la terminologie facilitation était encore à peine usitée quand même. On parlait encore d'animateur. Vous savez à quel point pour moi j'ai fait une grosse différence entre animateur et facilitateur. Bref, tout ça fait que j'ai démarré un petit peu en tâtonnant et en faisant des choses de manière très intuitive. À un moment donné, j'ai rencontré une personne qui est devenue depuis une amie, qui s'appelle Maude Rabert, dont vous avez peut-être entendu parler parce qu'elle a fait beaucoup de Art of Hosting. Et donc, Maude commençait à faire de la facilitation de manière professionnelle et elle m'a proposé d'aller avec elle faire de la facilitation, notamment dans des collectivités territoriales. Donc ça a été mes premières expériences de facilitation professionnelle. Ça a été vraiment le premier moment où je suis arrivé en tant que facilitateur professionnel. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est venu d'une manière un peu chaotique au début. J'avais envie d'en faire, mais je ne savais pas par quel bout le prendre. Et à un moment donné, quelqu'un est venu me proposer. Et ça, pourquoi je dis ça? C'est parce que je pense, je suis convaincu même qu'à un moment donné, si vous vous sentez facilitateur, facilitatrice, il faut poser l'intention que des personnes viennent vous chercher et viennent vous proposer du taf. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de poser une intention parce que je me sens facilitateur, facilitatrice et je souhaite non pas trouver des clients, mais que des personnes qui font déjà de la facilitation viennent me chercher en renfort. Et ça, pour moi, ça a été une étape très, très importante. C'est-à-dire que je ne suis pas allé tout seul à proposer de la facilitation, alors qu'à l'époque, je ne me sentais pas du tout légitime, je ne me sentais pas solide sur mes outils, sur la manière d'aborder le collectif, etc. Et d'ailleurs, quand je tâtonnais dans le milieu associatif, il y avait des moments où, très honnêtement, je me suis vautré, mais vraiment, je me suis vautré. Donc là, ça me permettait finalement d'aller en co-facilitation et de pouvoir aussi m'inspirer de voir la manière dont travaillait un facilitateur, là en l'occurrence une facilitatrice professionnelle. Et j'ai trouvé ça extrêmement inspirant. Il y avait plein de choses où c'était moi qui étais force de proposition, puis il y avait d'autres choses, j'étais là genre, mais ça je ne sais pas faire, montre-moi quoi. Ou là, prends le lead, parce que ça je ne sais pas faire. Puis il y a d'autres endroits où moi je me sens solide et je peux prendre le lead dans la co-facilitation. Donc en fait, cette danse-là, pour moi, elle a été extrêmement importante, essentielle, je dirais même, dans le fait de me poser une forme de solidité et surtout de conforter ma légitimité. Donc ça a été la première phase. Et puis après, en fait, une fois que je me suis senti un petit peu solide là-dedans, c'est le moment où j'ai commencé à m'afficher en tant que facilitateur. Et là, en fait, il se trouve que moi, j'ai toujours fonctionné par réseau. Donc, si vous avez la chance d'être des bons réseauteurs, vous avez un carnet d'adresses,
vous connaissez des gens de vos anciennes boîtes, de vos anciens métiers, de l'associatif, de tout ce que vous voulez. Là, il y a pour moi un réseauteur de première dans le groupe, c'est Akara, qui connaît la Terre entière. Voilà, pour moi, à un moment donné, il y a vraiment euh, de se dire, ces gens-là n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, je m'en fous, je vais les mettre au courant de qui je suis aujourd'hui. Et donc, j'ai fait des mails, j'ai fait ma première newsletter, c'était « Je vous annonce que j'ai créé mon activité de facilitateur. Voilà ce que je propose aujourd'hui dans la co-construction. » Je n'étais pas encore suffisamment solide sur la codécision, donc je parlais beaucoup de co-construction. Je m'étais formé très, très vite au Codev, donc je parlais de co-construction, de Codev. Et en fait, j'ai annoncé 2 ou 3 outils que je maîtrisais bien. Et je disais, si vous avez envie qu'on fasse une demi-journée ou une journée ou 2 jours où je vous accompagne en tant qu'équipe, en tant que collectif sur ces choses-là, venez me voir. Et en fait, ça a été hallucinant parce que j'ai eu des sollicitations. Et j'ai eu des sollicitations, non pas parce que les gens m'avaient vu en tant que facilitateur, puisque c'était tout jeune chez moi. Mais par contre, ils me connaissaient en tant que personne qui était professionnelle dans tous mes métiers d'avant. Et c'est ça, en fait, qui a fait le déclic pour eux. Ils m'ont dit, on t'a connu professionnel là, ben, a priori, tu es professionnel dans ce que tu fais aujourd'hui. Et en fait, c'est ça. Parce que moi, au début, j'étais là, mais comment ça se fait que vous me demandiez alors que je suis en train de démarrer? Moi, je suis pas hyper confiant dans ce que je suis en train de vous proposer. Et je disais ça, évidemment, des gens que je connaissais très bien. Hein. Et ils me disaient, mais nous, on t'a connu toujours, mais comme ça, quoi. Donc, tu vas l'être aussi dans ce nouveau métier. Il n'y a pas de raison. Donc, jouez aussi, je pense, sur cette notion de confiance que les personnes peuvent avoir en vous et confiance dans votre professionnalisme. Et là, les réseaux, à un moment donné, il faut les inonder à partir de votre nouvelle carte de visite et votre nouvelle identité professionnelle. Ça veut dire, pour moi, de l'assumer. J'ai mis un peu de temps, moi, à assumer cette carte professionnelle en tant que facilitateur. C'est vraiment les autres qui, à un moment donné, m'a dit, bon, ben, vas-y, c'est bon, là, tu as assez d'expérience, vas-y, go, quoi. Mais parce que à l'époque, moi, j'avais pas de formation à l'intelligence collective comme celle que vous avez. Bon, Akara, c'est un peu un cas à part parce que toi, tu avais déjà fait de l'intelligence collective avant de venir dans la formation. Mais c'était vraiment, pour moi, pas évident en fait de me sentir légitime alors que j'avais pas fait de formation et que je m'étais formé sur le tas. Voilà, je m'étais formé en regardant des personnes qui avaient modélisé cette posture-là. Donc voilà, ça a été pour moi le début. Et puis en fait, très rapidement, ce qui s'est passé et ce qui a été assez étonnant pour moi, c'est que j'ai un peu bluffé au début, j'avoue. J'ai un peu bluffé, c'est-à-dire que j'étais là, genre, je suis le roi du pétrole. Vous voulez ça? Pas de problème. Et puis je retournais voir mes potes et je disais, ça c'est la demande, je fais comment? Parce que je ne sais pas du tout comment la traiter, cette demande-là. Et en fait, j'y allais un peu au bluff. Et les personnes, parce que bon, j'ai un peu de chat, vous avez compris, mais je pense que là, parmi les personnes que je vois à l'écran, je pense qu'il y a de la chat aussi. Hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. À un moment donné, euh, sans jouer l'apprenti sorcier, hein, ce n'est pas du tout ça que je veux dire, mais à un moment donné, si la demande, vous vous dites, bon, je ne sais pas complètement faire, mais si on m'explique, je sais que je vais y aller et que ça va bien le faire. Si on m'aide à affiner 2, 3 trucs, parce que sur le design, ce n'est pas complètement clair à cet endroit-là, à cet endroit-là, vendez-le. Il n'y a pas de souci. Pour moi, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est-à-dire que vous avez de toute façon tous les bases pour pouvoir vendre de la facilitation de manière confiante. Il n'y a pas de problème pour moi. C'est parfois de pouvoir ajuster des designs quand on n'a pas l'expérience sur certains types de demandes que ce qui, moi, me paraît complètement logique au bout de 10-12 ans de facilitation, 12 ans, n'est pas forcément complètement évident quand on démarre et qu'on commence à vendre. Donc, c'est plus ça, en fait, où là, l'ajustement a besoin de se faire. Et s'il y a besoin, eh ben, vous faites confiance à la communauté d'alumni Mindful Intelligence.
Vous dites, je fais un Zoom tel soir, j'ai besoin de faire du co-design, je suis un petit peu dans la panade sur 2-3 éléments, puis vous allez avoir quelques personnes qui vont apparaître sur l'écran qui vont venir vous donner un coup de main. La communauté, elle sert à ça pour moi aussi. Et en contribuant sur ton design, j'apprends, moi, de ton expérience le jour où je me retrouverai confronté à cette chose-là. Donc, pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Donc, pour revenir à ce que je vous disais, j'ai un peu bluffé au début à vendre des choses où je ne savais pas complètement dans quel sens j'allais le mettre, les bonnes questions que j'allais poser, etc. Et vous savez à quel point dans l'intelligence collective, poser la bonne question, c'est hyper pas simple. Voilà. Et c'est généralement là où on peut potentiellement se casser la gueule. Donc voilà. Et puis à un moment donné, eh ben, tout simplement, j'ai pris de l'expérience. Les contrats sont tombés les uns après les autres parce que les gens se parlent. Si ça se passe bien à un endroit, ils vont en parler à leur pote DRH ou responsable formation, ou un manager va parler à un autre manager de la boîte, qui va en parler lui à son N+1, qui va valider le dossier. Enfin voilà, tout ça, ça se fait finalement extrêmement simplement. Mais j'ai continué à irriguer les réseaux régulièrement de là où j'en étais. J'ai fait ma formation, ma formation de coaching après ça, et là j'ai continué à irriguer les réseaux, de dire tiens voilà, maintenant en complément avec mon offre de facilitation, je fais aussi une offre de coaching. Et donc en fait j'ai été identifié sur 2 postures différentes. Après j'ai été identifié sur la mindfulness. Enfin voilà, à un moment donné en fait, les personnes elles vont picorer de ce qu'elles perçoivent de vous. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez plusieurs métiers, ce n'est pas grave. Vous avez une palette. À partir du moment où dans votre carte de visite, vous avez 3 mots-clés, bon, il n'en faut pas plus de 3, hein. 3 mots-clés qui permettent de comprendre ce que vous faites, c'est bon, c'est suffisant. Je reviendrai sur la carte de visite tout à l'heure. Si j'oublie, n'hésitez pas à me le dire. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé sur Paris. Et puis, à un moment donné, j'ai tellement été submergé de demandes de facilitation que j'ai fait un burn-out. Voilà, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ça peut venir très, très vite dans des environnements professionnels, notamment de grosses agglomérations. C'est ça que j'ai envie de vous dire aussi. C'est qu'à un moment donné, quand vous arrivez à trouver les bons réseaux aux bons endroits pour réussir à proposer de la facilitation, pour moi, ça peut aller très, très vite. En parallèle de ça, à Paris, toujours, j'ai toujours conservé une partie de mon activité en bénévolat. Donc, je proposais de la facilitation, mais à des endroits où je savais que j'allais être visible par d'autres. Donc, des collectifs parapluies, par exemple. Donc, vous savez, des associations parapluies dans lesquelles on va retrouver d'autres associations du territoire national ou des fédérations d'associations, des choses comme ça. Excusez-moi, je suis Covid. Et donc, ça me permettait de pouvoir me mettre au service du monde associatif parce que quand même, je viens du monde de l'ESS, du monde des droits de l'homme. Et pour moi, c'était extrêmement important de pouvoir me mettre au service de certains collectifs. Et je l'ai fait, et j'ai fait de la facilitation dans ce cadre-là. Et ça me permettait d'être identifié par des gens qui potentiellement me proposaient du taf par ailleurs. Donc, voilà, là, c'est aussi le mix à un moment donné. Comment trouver le bon mix? Attention de ne pas complètement se laisser bouffer. Moi, au début de ma carrière de facilitateur, j'avais calculé un jour que je faisais 85% de mon temps de travail, qui était très largement plus qu'un 35 heures, je peux vous l'assurer, était bénévole. Et là, j'ai fait « Waouh, mais ça ne va pas du tout ça, parce que je fais plein de choses qui m'intéressent, mais je ne gagne pas d'argent pour subvenir à mes besoins. » Et là, j'ai élagué énormément de choses en me disant je ne garde que les endroits où je suis visible en tant que facilitateur et qui peuvent me servir de carte de visite. Donc, à un moment donné, c'est une question de choix aussi, à mon sens. Pour lancer un business, on ne peut pas faire que du bénévolat, on ne peut pas faire que des choses qui sont dans des espaces où il n'y a pas de visibilité. Oui, on se sent utile, oui, il y a de la reconnaissance parce que les gens trouvent que c'est génial, etc. Mais à un moment donné, il faut bouffer. Voilà. Donc moi, j'ai fait des choix à ce moment-là et je ne le regrette pas. C'est-à-dire que j'ai plutôt joué la carte après
du Robin des Bois. C'est-à-dire que je faisais payer relativement cher mes prestations en entreprise pour pouvoir ensuite proposer des tarifs extrêmement préférentiels à du secteur associatif. Et assez rapidement, j'ai cantonné les prestations non rémunérées à des champs très, très précis. Voilà. Où pour moi, ça faisait sens par rapport à mon développement, à moi, mon parcours de vie, mon essence, ça faisait sens. Mais j'arrêtais de faire de la facilitation pour un oui, pour un rien, parce que je recevais mes 3 demandes par semaine de gens que je ne connaissais pas, sur des projets qui ne me parlaient pas, et sous prétexte que c'était associatif, je prenais. Donc, à un moment donné, voilà. Je vous dis tout ça parce que c'est plein de choses qui peuvent se passer dans la tête pour soi. Voilà. J'ai fait un burn-out. J'ai pas trouvé d'autre moyen pour moins travailler que de quitter Paris. Ça a été ma solution à moi, hein. Je pense que d'autres personnes auraient trouvé une solution moins radicale, mais moi, je n'ai pas réussi à faire autrement. Donc, j'ai quitté Paris, je suis arrivé à Nantes. Bon, ça a été aussi concomitant avec une rupture amoureuse qui faisait que je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le bon moment. Voilà, maintenant, je suis redevenu célibataire. Ça fait longtemps que je veux quitter Paris. J'en peux plus. Je quitte Paris. Je suis arrivé à Nantes. Et à Nantes, je me suis dit, bon, de toute façon, avec toute l'expérience que j'ai avec les boîtes du CAC 40, avec le secteur associatif, etc., mais dans 3 mois, je suis roi du pétrole. Grosse, grosse, grosse illusion, hein. Mais grosse, grosse, grosse illusion. Donc, en réalité, je suis arrivé à Nantes, personne ne me connaissait et j'envoyais, alors que je n'avais jamais fait ça encore de toute mon activité professionnelle, puisque jusqu'à présent à Paris, on venait me proposer du taf. Et ma difficulté, c'était de refuser et de dire non. Je n'arrivais pas à dire non. À Nantes, je n'avais rien, mais rien, rien de rien. Bon, les 6 premiers mois, je peux vous assurer que je me suis posé la question de ne pas avoir fait la plus grosse connerie de ma vie. Mais bon, voilà, ça c'est un autre sujet. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Mais ces 6 premiers mois, je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai de l'expérience, je suis plutôt reconnu pour mes compétences et mes qualités professionnelles. Comment se fait-il qu'il ne se passe rien? Et en fait, j'ai commencé pour la première fois de mon activité de facilitateur et de coach à envoyer des mails aux DRH des boîtes de la région. Et je n'ai reçu aucune réponse. Rien. En disant pourtant que j'avais bossé avec Airbus, LVMH, la Maïf, machin. Enfin, je faisais du name dropping à mort, là, et ça ne marchait pas du tout. Et là, en fait, je me suis rendu compte que en fait, le monde régional, local, nantais ne fonctionnait pas comme le monde parisien au niveau du business. Et là, eh ben, il a fallu me réinventer. Donc, me réinventer, ça a été de me dire, OK, en fait, on ne va faire appel à moi que parce que j'aurais été recommandé par quelqu'un qui me connaît auprès d'un responsable formation ou d'un responsable RH ou d'un dirigeant. Mais je n'avais pas du tout compris ça. Voilà. Et donc, là, j'ai commencé à travailler mes réseaux locaux à fond. Pardon. J'ai travaillé mes réseaux locaux à fond, euh, euh, mais plutôt de me faire connaître, pas pour vendre, mais me faire connaître, que les gens sachent que j'existais, tout simplement. Pas en mode commercial insupportable, hein. Donc voilà, j'ai monté notamment l'association Les Coachs du Cœur, dans lequel il y avait des coachs, des facilitateurs. Bon, cette aventure, là, on l'a mise en veille là, cette année, voilà, après quelques années, mais ça a permis de se connaître entre facilitateurs, de se connaître entre coachs. Il se trouve que par ce biais-là, j'ai des confrères coachs facilitateurs dans la région qui ensuite m'ont proposé de travailler avec eux, avec certains de leurs clients. Donc, c'est pour ça que de travailler aussi à être en confiance avec le réseau de coachs, de facilitateurs, de formateurs autour de vous est extrêmement important parce qu'il y a des choses que eux ne sauront pas faire, que vous savez faire, et ils vous inviteront à venir travailler avec eux auprès de leurs clients. Alors, évidemment, ça restera leurs clients. Et moi, je suis très, très loyal avec ces sujets-là. C'est leur client, ce n'est pas le mien. Et je n'irai jamais démarcher le client de mon côté tout seul.
Une fois qu'on m'a invité à travailler avec un client à travers quelqu'un, je resterai toujours en sous-traitance de cette personne-là. Ça, c'est un sujet de loyauté pour moi qui est extrêmement important. Mais après, il y a des personnes qui vont peut-être vous dire, tiens, mais j'ai parlé de toi à tel responsable formation ou tel ERH, vas-y en direct, moi, j'ai pas de problème, tu fais affaire avec eux, et puis voilà. Ça peut être aussi ça qu'on vous dit. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, en tout cas, travailler son réseau de cette manière-là. Et moi, j'ai aussi beaucoup fait, en arrivant à Nantes, des journées où j'invitais des responsables RH, des responsables formation, des managers de différentes entreprises que j'avais sélectionnées à des journées où je payais tout. C'est-à-dire que je payais la location de la salle, je payais le buffet pour le midi. Donc, ils venaient, c'était tout gratuit. Et je faisais une facilitation de bout en bout sur une journée. Et ensuite, eh ben ça me servait de carte de visite pour que les gens sachent comment je travaille. Voilà. C'est plus facile à faire en province parce que ça coûte moins cher qu'à Paris de faire ce type de choses-là. Mais après, si vous réussissez à trouver une salle gratuite pour une demi-journée ou une journée, eh ben, faites des ateliers en invitant des personnes ciblées. Moi, je faisais évidemment des invitations ciblées. Ce n'était pas genre, je mets une annonce sur Facebook et j'ai la personne qui est en transition et qui ne sait pas quoi faire de sa journée qui vient là. Et moi, ça ne me rapporte pas de business. Donc, il faut quand même être un petit peu pragmatique à un moment donné, quoi. Voilà. Et par contre, je complétais avec des personnes, si je n'avais pas suffisamment de personnes. Moi, ça m'est arrivé sur la première journée que j'ai organisée, la deuxième salée, mais la première journée que j'ai organisée. Il me manquait 3 personnes. Je voulais 20 personnes. Il m'en manquait 3. J'ai invité des potes, tout simplement, hein, voilà, qui jouaient, entre guillemets, un rôle de dirigeant, de manager durant la journée. Bref. Donc voilà, c'est toutes les petites filouteries, entre guillemets, qui peuvent à un moment donné permettre que les personnes vont vous identifier, vont vous voir en action, ils vont se souvenir parce qu'ils vous auront vu en action, etc., etc. Voilà, toutes ces choses-là. Et entre guillemets, juste une petite parenthèse, moi j'avais invité sur ces journées-là tout le monde, c'était tout gratuit pour eux. Les personnes m'ont dit après coup que s'ils avaient eu à payer leur déjeuner, ils n'auraient pas eu de souci avec ça. Voilà. Donc, faut trouver des formats, hein, voilà. Parce que moi, j'avais fait un buffet parce que on ne pouvait pas quitter la salle pour que voilà. Mais tu étais là, Cara, à nourrir le collaboratif, hein, si je me souviens bien. Ouais. Voilà, le compère. Je me suis pas fait passer pour un patron chinois. Non, du textile. Donc voilà. Et en fait, ce qui s'est passé progressivement, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que sur Nantes, je faisais moins de facilitation parce que aussi, j'avais peut-être moins envie d'en faire, tout simplement. Et que progressivement, j'ai eu mon mix, un peu comme, vous savez, les proportions. Quand j'étais à Paris, la facilitation, c'était 60% de mon business, j'avais 20% de coaching et puis 20% mindfulness ou 30% mindfulness. Mais voilà, c'était un peu ça que je faisais à Paris. Je suis arrivé à Nantes, tout ça, ça a beaucoup bougé. Et je pense que j'ai dû faire un tiers facilitation, un tiers formation, un tiers coaching. Les proportions ont changé. Donc, ce que je vous invite, c'est aussi à vous projeter dans le fait que dans votre métier, il va y avoir des phases et que les proportions, elles vont bouger très, très naturellement. Et tout ça, c'est OK parce que ça vient avec vos envies et qu'à un moment donné, de faire tout le temps un peu le même type de facilitation avec le même type de public en entreprise, eh bien, vous vous emmerdez, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je m'emmerdais et je trouve que c'est important de pouvoir euh, vraiment aller vers ce qui nous enthousiasme parce que c'est ça qui va faire qu'on va réussir à vendre. Moi, à chaque fois que j'allais voir à Paris, je parle plus à Paris qu'à Nantes parce que Nantes, c'est vraiment un contexte différent. Mais à Paris, quand j'allais voir, souvent, on me mettait en lien avec des DRH. Donc, j'allais voir le DRH et on parlait intelligence collective. Je ne cherchais pas à lui vendre quoi que ce soit.
on parlait intelligence collective et j'étais là dans mon enthousiasme et je disais, tiens, mais par exemple, dans telle boîte, on a essayé ça et voilà ce que ça a produit comme résultat, c'était intéressant. Puis dans telle boîte, on a essayé ça. Et puis, tiens, là, on a eu tel problème et ça peut se présenter. Puis voilà comment on a essayé de travailler là-dessus. Et en fait, c'était une conversation. Et moi, je trouve que d'aller voir un client et d'entrer dans une conversation, c'est beaucoup plus intéressant que de répondre à un appel d'offres ou de répondre à un besoin extrêmement spécifique. Voilà, parce que je me suis rendu compte que quand quelqu'un vient avec un besoin spécifique, la plupart du temps, la personne elle a des œillères et on se rend compte durant la facilitation qu'on n'est pas au bon endroit parce que la personne, elle nous a demandé d'agir sur un truc ou de produire quelque chose qui ne correspond pas aux besoins réels de l'équipe ou de l'organisation. Donc, la conversation, elle permet aussi de pouvoir ouvrir un peu les chakras aussi du client. Donc, tout ça, c'est voilà, y aller avec son enthousiasme, pas forcément vendre quelque chose. Généralement, je faisais des propositions. Je disais, tiens, mais on pourrait, par rapport à ce que vous me dites, on pourrait faire ci ou on pourrait faire ça, etc. Et je disais toujours, je reviendrai vers vous avec une proposition à l'issue de notre rendez-vous. Et comme ça, moi, je ne me mouillais pas dans un truc très précis. Et moi, ça me permettait, si j'avais des idées, entre-temps, de les confronter avec des gens autour de moi. Quand je vous disais tout à l'heure de faire du co-design avec des gens de la communauté, c'est ça aussi. C'est genre, voilà, je sors d'un rendez-vous client, il m'a parlé de ça, j'ai pensé à ça. Toi ou vous, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a ça qui me titille, je ne sais pas très bien quoi en faire. Pof, pof, pof. Et puis hop, après, vous faites votre propale, vous vendez votre propale. Et puis voilà. Pour moi, ces moments de co-design en communauté, ils sont vraiment absolument essentiels parce que moi, j'ai fait ça avec des gens à Paris au début qui m'ont vraiment aidé à me dire attention, là, si tu fais ça juste après ça, ça ne va pas marcher pour telle raison. Et donc, tu dois avoir un petit truc entre les deux, ça. Et ça, pour moi, c'est vraiment essentiel. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous confier. Et puis, enfin, l'histoire de la couleur. Pour moi, la couleur qu'on a travaillé pas mal et que vous allez continuer à travailler en Promo 6, elle est importante d'être identifié en tant que facilitateur qui a une couleur. Parce que des facilitateurs aujourd'hui, vous n'êtes pas du tout dans la même situation. Moi, je me suis confronté à des gens qui ne comprenaient pas ce que c'était que la facilitation. Vous êtes confronté à un trop-plein de facilitateurs aujourd'hui. Donc, enfin, trop plein. C'est jamais un trop plein parce on a vraiment besoin de facilitateurs et de coachs et de formateurs, mais en tout cas de pléthore. Et donc, vous allez avoir besoin de montrer que vous avez une couleur pour pouvoir être identifié à travers votre couleur. Et ça, c'est vraiment important. Moi, je suis identifié pour mixer intelligence collective et intelligence émotionnelle. C'est ça ma couleur. C'est ça mon facteur différenciateur. Et la semaine prochaine, je vais faire une journée interentreprise avec les grosses boîtes de la région. C'est eux qui sont venus me chercher. Ils ont un club, on va dire un club formation, découverte, innovation, enfin un espèce de truc comme ça. Et c'est eux qui sont venus me chercher, qui m'ont dit, tiens, on a envie d'essayer un truc nouveau, propose-nous une journée. Voilà. Donc, il peut se passer des choses comme ça. Et c'est parce que j'ai été identifié. C'est aussi parce que j'ai écrit, notamment récemment, l'article L'intelligence collective appelle l'intelligence émotionnelle, que j'ai écrit pour un bouquin et qui a été recyclé ensuite par Programme Octave et Eve de Danone, qui fait que ça m'a aussi attiré plein de gens ont eu envie de pouvoir en savoir un petit peu plus sur la manière dont je fais de la facilitation. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire sur toute mon expérience. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps à faire un petit question-réponse et bienvenue Pierre qui nous a rejoint. On va faire un petit question-réponse sur ce que je viens de vous dire, s'il y a des choses que vous avez besoin de clarifier. Et ensuite, on va passer sur vos questions et on va plutôt faire des réponses en mode on nourrit le centre. D'accord? Donc ça, ce sera dans un deuxième temps. Dans un premier temps, vos questions s'adressent à moi pour clarifier ce que j'ai pu dire potentiellement. Voilà, et je vous invite à ce on aille en tour de cercle. Et si vous n'avez pas de questions particulières de clarification, eh bien, vous dites passe. Voilà, commence qui veut. Anne, j'ai pas de questions particulières. Je dis.
Merci. Et donc, après Anne, c'était Marie-Paul. Ah, je ne t'entends pas, Marie-Paul. Pardon, j'avais oublié de réactiver le micro. Je voulais savoir combien de temps tu avais fait de la co-facilitation au tout début à Paris avant de te sentir légitime. Euh, alors, je vais faire une différence entre me sentir solide et me sentir légitime. Pour me sentir solide, on va dire que j'ai fait 3 missions avec Maude. Ça a duré 6 mois, sur 6 mois, 8 mois peut-être. On a fait 3 missions qui étaient quand même des missions pas si évidentes que ça, avec des grands groupes aussi. Donc du coup, après ces 8 mois avec Maude, je me suis senti solide, honnêtement. Parce que en fait, ça m'avait permis d'identifier mes forces. Donc ça avait été vraiment chouette pour moi. Me sentir légitime, ça m'a demandé un peu plus de temps pour vraiment me dire, bon, allez, là je me sens facilitateur dans toutes mes cellules. On va dire que j'ai pris encore 6 mois, 1 an derrière, quoi. Voilà. Ok, merci. Akara. Ouais, moi la question c'est est-ce que tu co-facilites encore beaucoup aujourd'hui? Alors, c'est relativement rare parce que les clients qui acceptent de payer pour une co-facilitation sont rares. Donc, en fait, moi, je ne suis pas hyper intéressé par les grands groupes aujourd'hui. Je trouve qu'on fait, par rapport à moi, ma couleur de travailler en intelligence collective et en intelligence émotionnelle, dès qu'on est sur des grands groupes, on perd cette saveur-là. En tout cas, c'est mon expérience. Et donc, du coup, euh, généralement, les clients vont accepter une co-facilitation à partir de euh, généralement 20 personnes, quoi. À partir ou 18. À partir de 18 personnes, là, vraiment, les clients, ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'ils sont obligés de payer un co-facilitateur quand on est au-delà de ces nombres-là. Dans certaines boîtes, c'est réglementé, hein. Moi, chez Airbus, quand je faisais beaucoup du Airbus en Team Booster, qui est un mix entre du coaching d'équipe et de la facilitation, on avait droit à une co-facilitation qu'au-delà de 30 personnes. Donc, j'ai fait des tonnes de groupes où ils étaient à peine moins de 30 et où j'étais tout seul pendant 2 jours. C'est épuisant. Je peux vous assurer que c'est épuisant. Alors, ça apprend à gérer son énergie, hein, ça je peux vous le dire. Mais on est en off-site, donc en résidentiel. Je mangeais avec eux. Je ne dormais pas avec eux, mais on était dans le même hôtel. Donc, en fait, on ne sort pas du groupe, quoi. Et ça, c'est un truc, c'est dur quand c'est des grands groupes comme ça. C'était une petite aparté, une petite parenthèse. Mais généralement, la co-facilitation, elle se fait davantage quand on va sur un nombre un peu plus important de personnes. De la co-facilitation sur des petits nombres, je l'ai fait jusqu'à l'année dernière sur des programmes talents. Et là, sur des programmes talents où je mixais, en fait, c'était un mix facilitation, coaching d'équipe. Il y avait beaucoup de choses dedans. Et donc, dans ce cas-là, on était 2 et on intervenait tous les 2 ensemble sur les journées ateliers. Et moi, je faisais le coaching d'équipe et ma collègue faisait tout ce qui était coaching individuel. Donc, vous voyez, là, ça faisait sens parce que c'était sur un programme. Et sur un programme, moi, je trouve que c'est mieux d'y aller à 2 parce qu'on arrive vraiment avec une force d'y aller à 2. Mais autrement, je peux vous assurer que la co-facilitation, elle est vraiment pas fréquente. Dès qu'on est sur des nombres en dessous de 15, c'est rarissime. Voilà. Et juste pour compléter, parce qu'on m'a souvent demandé, est-ce que je peux t'accompagner pour t'assister, entre guillemets. Souvent, c'est compliqué en fait. Le client a du mal à comprendre qu'on vienne avec quelqu'un quand on est avec un petit nombre de personnes.
ou de dire que la personne elle est en apprentissage, entre guillemets, ils n'aiment pas trop ça la plupart du temps, les clients. Voilà. Je l'ai fait parfois quand c'était des facilitations qui demandaient beaucoup de logistique. Et là, je disais, non, mais vraiment, cette personne-là, je vais en avoir besoin. Et puis, cette personne-là, comme ça, elle profitait aussi de pouvoir voir comment tout se passait. Mais on n'était pas en co-facilitation. Ou alors, je lui confiais une ou deux séquences. Mais ce n'était pas vraiment la co-facilitation parce que le leadership et la responsabilité de la journée, elle reposait quand même sur mes épaules. Donc, voilà, une vraie co-facilitation avec un petit nombre, c'est vraiment pas facile de l'amener auprès du client. Voilà. Et quand on fait une co-facilitation avec un grand nombre, ça peut être intéressant. Je fais plein de digressions, mais ça me vient. Ça peut être intéressant parce que, admettons que vous ayez une assemblée générale d'une assoce que vous voulez faire en intelligence collective pour une raison ou pour une autre. Vous avez 50 personnes ou 100 personnes dans une pièce. Évidemment qu'un facilitateur ne pourra pas tout faire tout seul. Donc, il va faire appel généralement, c'est une personne par 10. Donc, tu as 50 personnes, vous allez être 5. Et donc, du coup, il y a une personne qui va prendre le leadership et qui va, par exemple, donner les instructions du process. Et puis, il y a les personnes qui vont passer aux tables, qui vont vérifier que tout va bien sur le plan du matos, voilà, toutes ces choses-là. Et ce n'est pas vraiment de la co-facilitation, mais c'est vendu comme de la co-facilitation auprès du client. Voilà. Gaëlle. Question existentielle. Je trouve difficile en fait de faire adhérer à la facilitation les interlocuteurs face auxquels je me retrouve. Il y a mon enthousiasme et là ils ne remettent pas en question ça, mais en fait je n'arrive pas à faire basculer, à faire une démonstration. Est-ce que tu veux Voilà. bien qu'on garde cette question-là pour la partie de tout à l'heure où on va nourrir le centre? C'est OK pour toi? Pas de souci. Comme je ne la vois pas complètement comme une question de clarification, je préfère qu'on puisse y travailler de manière collective dessus. Parce que peut-être qu'il va y avoir justement des apports collectifs. Ça te va? Ça me va. Super. Merci Gaëlle. Après, c'était moi. Donc, Julie. Moi, j'ai une question. En fait, j'ai deux petites questions. J'ai une question par rapport à la co-facilitation, enfin, en tout cas, au fait de se lancer en co-facilitation au départ avant de se lancer vraiment. Outre cette communauté dont je sens que ça va être super riche, comment tu t'affiches là-dessus en fait? Est-ce que toi, Maud, ça a été un hasard, ça a été une synchronicité? J'entends cette idée d'intention, de poser l'intention et j'attends la nouvelle lune avec impatience, mais au-delà de ça, tu vois, est-ce que tu y vas carrément et tu dis salut les gars, en fait vraiment j'ai trop envie, prenez-moi avec vous, et enfin comment tu fais? J'essaie de me souvenir, pour que ça reste une clarification de comment j'ai fait, j'essaie de me souvenir comment j'ai fait. Et puis après, potentiellement, tu pourras la ramener aussi, cette question-là, tout à l'heure. En fait, je pense que j'ai dit à des personnes que j'avais identifiées autour de moi qui étaient coach, facilitateur, formateur, j'ai super envie d'y aller. Est-ce que vous avez des opportunités? Et vraiment, je suis allé solliciter les personnes. Et ça s'est fait. Voilà, ça s'est fait. Moi, il se trouve que j'ai parfois des missions qui arrivent vers moi et que je ne souhaite pas prendre pour X ou X raisons. Et quand les personnes, je les ai bien identifiées avec leurs couleurs, et ben du coup, je redirige aussi. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de co-facilitation, c'est une question de créer du channeling, du flow,
que les personnes, elles t'identifient, parce qu'il y a plein de facilitateurs. Si vous allez vers des facilitateurs plus seniors, entre guillemets, il y a des facilitateurs seniors qui n'ont plus envie de faire certains types de facilitation, en fait. Et qui disent, bah, moi, je ne vais pas avoir de valeur ajoutée à cet endroit-là. Qui pourrait prendre ça? Donc, ça, c'est aussi c'est des choses qui, pour moi, dont j'ai bénéficié à un moment donné et dont je fais bénéficier aujourd'hui, d'une certaine manière. Donc, pour moi, ça, c'est OK. Donc, par exemple, il n'y a pas longtemps, il y avait justement une personne qui a fait la formation en promo 5, Florence Lescofi, qui m'a dit, tiens, mais je cherche un facilitateur pour Morbihan en transition. Voilà, elle en parle très largement, donc il n'y a pas de secret autour de ça. Donc, cette association qui travaille, qui a une vision politique de la transition sur le territoire morbihanais. Et en parlant avec elle, je lui ai dit, écoute, moi ce n'est pas une mission qui m'intéresserait pour X et X raisons. Par contre, je connais quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec des collectivités territoriales, qui connaît le monde des élus, qui est solide dans sa facilitation, et je t'oriente vers lui. Et il se trouve que c'est quelqu'un qui avait fait la promo 1. Voilà. Donc, c'est ça aussi, c'est à un moment donné, une fois que vous vous serez affirmé avec une couleur, c'est facile de rebasculer des choses ou alors du territorial. Si j'entends parler de choses qui se passent à Brest, ben évidemment que j'envoie vers Akara. Si j'entends quelque chose qui se passe dans les Landes par là-bas, ben, je vais envoyer vers Marie-Paul. À Toulouse, je vais envoyer vers une personne qui a fait 2 formations avec moi à Codev et les fondamentaux 1 qui s'appelle Hélène. Donc voilà, vous voyez, après il y a des flux qui se font et ce n'est pas seulement de moi vers la communauté d'alumni, c'est qu'il y a des missions qui se font aussi comme ça. OL et Floris qui se sont rencontrés en promo 4, je crois, oui. Gaël, tu es en 4, c'est bien ça, hein? Donc, c'était ça, Floris OL. Ouais. Et donc, du coup, Floris, à un moment donné, a proposé à OL une mission. Et voilà, et en fait, les choses, elles se font par affinité, par complémentarité, par plein de choses. Donc, pour moi, c'est pour ça que c'est hyper important de travailler sa présence aussi dans la communauté d'alumni et de s'entourer de coachs, de formateurs. Et souvent même, j'aurais tendance à vous dire, c'est bien d'être avec des facilitateurs seniors autour de vous parce que ça va être hyper intéressant de les écouter sur leur expérience, etc. Mais de pouvoir aussi être en lien avec des formateurs et des coachs qui ne savent pas faire de la facilitation, là, vous allez créer des complémentarités intéressantes. Là, ça peut être vraiment chouette. Donc, pensez à toutes ces complémentarités-là qui fonctionnent très, très bien et où, à un moment donné, pouf, on vient vous chercher. Hein. C'est clair. Et moi, quand j'ai des missions et je cherche un profil, en fait, je cherche souvent des profils très spécifiques. Donc, travaillez votre couleur, encore une fois. C'était à… Qui est-ce qui vient de poser la question? C'est Julie. Donc, Amélia. Oui, c'était à moi. Je finis juste de noter. Et moi, mes questions, elles étaient plutôt autour du choix du statut et peut-être qui a été évolutif et de savoir comment on fait pour fixer ses prix. Très bien. Alors là, moi, je vais partager effectivement comment ça s'est fait pour moi parce que ça n'a pas été simple du tout, cette partie-là. J'ai démarré en auto-entrepreneur et j'ai eu plein de problèmes administratifs. Enfin, bon, ça a été un cauchemar, mon statut d'auto-entrepreneur. Donc, j'ai rapidement basculé sur du portage en CAE, en coopérative d'activité et d'emploi. La mienne s'appelle Copanam. Celle dans laquelle j'étais, elle est à Paris. Et des coopératives d'activité et d'emploi, ben, il y a l'Ouvre-Boîte à Nantes. Voilà, partout sur le territoire, il y a des CAE, des coopératives d'activité et d'emploi, dans lesquelles votre statut est un statut d'entrepreneur salarié. Donc, vous êtes en CDI et vous avez un salaire, ce qui vous permet de rester au régime général. Ce qui, très honnêtement, est extrêmement important, notamment pour les trimestres de retraite. Tout simplement.
même si on n'est pas du tout sûr d'en avoir une, si tant est qu'on en ait une, ça peut être bien quand même de cumuler les trimestres. Bon, bref. Donc, attention à certains statuts qui font qu'au fil des années, vous allez vous dire « Ah merde, mais il est passé 3 ans, il est passé 5 ans et j'ai pas cumulé des choses de ce type-là. » Donc, pour moi, ça, c'est important. En tout cas, ça l'était pour moi. C'est ce qui fait que j'ai été content de rejoindre en portage cette CAE. La CAE, c'est intéressant quand on fait un chiffre d'affaires petit ou moyen. C'est-à-dire on bénéficie de toute la grosse machine CAE qui nous accompagne. Il y a de la compta, il y a des gens spécialistes des RH, ils nous aident pour les contrats, ils nous accompagnent pour nous booster notre commercial. Enfin, vous voyez, il y a plein d'ateliers dans tous les sens dans une CAE. C'est un réseau aussi qui est intéressant. Quand je vous disais de travailler votre réseau, le réseau ouvre-boîte, il est très solide aussi. C'est vraiment intéressant ce qui se passe. Copanam, c'était un réseau solide. Relativement peu sur moi, mon activité à l'époque, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de facilitateurs chez Copanam. Et donc, ça, c'est intéressant, sauf qu'on verse entre 10 et 11,5% de notre chiffre d'affaires après frais. Et donc, c'est sur un petit revenu ou un revenu moyen, ça va. Quand on commence à monter en chiffre d'affaires, ça commence à devenir un petit peu absurde, tout ce que l'on verse à la CAE chaque année. Donc, moi, à un moment donné, j'étais rendu je payais à peu près l'équivalent de 4 comptables à moi tout seul. Donc, ça ne collait plus du tout pour moi. Ce que m'aurait coûté, pas 4 comptables, je ne parle pas de leur salaire, je parle de ce que ça m'aurait coûté de faire appel à un comptable. Je payais 4 fois dans la CAE pour un service qui n'était pas meilleur. Donc, à un moment donné, j'ai dit non. Mais j'ai été content d'avoir cet accompagnement-là au début. L'avantage de la CAE, c'est que certaines CAE, et ça, il faut le savoir, quand vous allez vers une CAE, il faut savoir s'ils acceptent de faire des ruptures conventionnelles. S'ils acceptent de faire une rupture conventionnelle, admettons qu'au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous quittez la CAE, vous faites une rupture conventionnelle. Et là, alors, ce qui est vraiment important, c'est que vous allez pouvoir bénéficier du Pôle emploi. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que Pôle emploi a un système qui s'appelle créateur d'entreprise ou créateur-repreneur. Et donc, vous allez pouvoir poursuivre votre activité avec votre marque en bénéficiant de Pôle emploi, et tout le chiffre d'affaires que vous allez faire sur votre nouvelle structure, elle va venir constituer un matelas de votre structure. Est-ce que c'est clair? Parce que je vois des yeux qui sont un peu étonnés. Est-ce que c'est clair non, en fait, comment bénéficier à un moment donné, quand vous voulez quitter la CAE, parce que la CAE, elle vous coûte trop cher, d'une certaine manière, que vous décidez de quitter, il faut vérifier que la CAE, elle accepte de faire une rupture conventionnelle puisque vous étiez en CDI. Donc là, vous quittez. Après, moi, par exemple, j'ai créé ma SASU. Et la SASU, elle permet de pouvoir être président salarié non rémunéré. Et si vous n'êtes pas rémunéré, vous avez Pôle emploi. Donc, en fait, vous bénéficiez de Pôle emploi et tout le travail que vous faites vient alimenter le chiffre d'affaires de votre société que vous ne vous versez pas. Ça reste en matelas. Donc ça, c'est une astuce qui est relativement peu connue, mais qui peut être vraiment intéressante de pouvoir se dire, tiens, à un moment donné, parce qu'en fait, le plus difficile quand on est indépendant, c'est de se constituer un matelas. Donc, et le fait de passer par une CAE est intéressant. Donc, vous pouvez passer par une CAE. Au bout de quelques années, vous avez vos 2 ans de chômage, ils sont acquis. Vous faites une rupture conventionnelle, vous créez une SASU. Là, vous êtes dirigeant
non rémunéré et tout votre chiffre d'affaires, il rentre en tant que matelas. Et après vos 2 ans de chômage, eh ben, vous servez évidemment un salaire à ce moment-là, mais vous avez constitué un matelas de votre société. Et ça, c'est un truc que très peu d'indépendants ont aujourd'hui. Avoir un matelas, c'est-à-dire que la plupart, ils ont 15 jours, 1 mois de salaire d'avance et ça s'arrête là. Ils sont toujours juste, tout le temps juste. Et donc, c'est pour ça que de faire ce type de choses-là, c'est… voilà, moi, j'ai aucun scrupule sur ce type de choses-là parce que je pars du principe qu'on paye des impôts, on paye des charges salariales et patronales qui correspondent ensuite à Pôle emploi. Et donc, si à un moment donné, on peut bénéficier pendant 2 ans de Pôle emploi, c'est OK. Voilà, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Donc, si par exemple, qui est à l'heure actuelle à Pôle emploi chez vous? Ouais, Marie-Paul et Amélia. Donc, si vous créez votre structure en SASU aujourd'hui, vous pouvez commencer à facturer, facturer des prestations de facilitation. Vous vous faites un PV avec votre expert comptable. Ils font ça très bien. Ils font un PV de dirigeant non rémunéré que vous envoyez chaque année à Pôle emploi. Et donc, eux, ils vont continuer à vous verser Pôle emploi, mais pour ça, il faut être rentré chez Pôle emploi avec ce statut. Je ne sais pas si en cours de route, on peut le changer vers le statut créateur. Et je crois que oui, hein, je crois qu'on peut basculer vers le statut créateur. Donc, à vous de vérifier ça avec votre référent, mais ça peut être super intéressant pour créer un matelas à un moment donné. Donc, ça veut dire que vous pouvez continuer, vous commencez à facturer à donf tout ce que vous voulez, ça n'a pas d'incidence sur le montant de vos indemnités. OK. Et je pense que dans les gens qui regarderont en replay, de tête, il y a quelques personnes auxquelles je pense qui pourront être intéressées par ce truc-là. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement, évidemment, CAE, rupture conventionnelle, Pôle emploi, pour faire une SASU, c'est aussi des personnes qui sont à l'heure actuelle à Pôle emploi et qui peuvent potentiellement basculer sur le statut créateur. Voilà. Ça répond à peu près, Amélia ? Oui, ça répond. Merci. Et du coup, mon autre question, c'était aussi pour fixer ces tarifs. Ah oui, les tarifs, merci. Alors, fixer les tarifs, pour moi, ça a été la chose la plus difficile qui soit. Parce que, évidemment, je trouvais que c'était beaucoup trop cher par rapport à ce que je faisais. Je disais, mais comment je peux faire payer un truc pareil Non, mais, c'est hallucinant. En plus, j'étais à Paris, c'était avec des boîtes du CAC 40. Les gens autour de moi ils me disaient, non, mais c'est ça à peu près les tarifs. Je disais, mais quoi? Mais ça n'a pas de sens de facturer un truc comme ça n'a pas de sens. Bon, je m'y suis fait, hein. mais il faut avoir pour moi une grille de tarifs. Donc, moi, j'ai une grille de tarifs entre les prestations qui sont faites auprès de grandes entreprises, de PME. Donc là, on est toujours sur le secteur marchand. Et ensuite, j'ai une troisième catégorie qui est une catégorie associatif, parapublic, public. Ma tarification Paris-Province est différente aussi. Donc, une fois que j'ai ces 3 catégories-là, je fais encore des lignes supplémentaires entre Paris et province. Parce qu'à Paris, les tarifs sont plus élevés qu'en province. Donc, il ne faut pas faire des tarifs provinciaux pour les Parisiens. Vous avez un manque à gagner substantiel, alors qu'eux sont habitués à des tarifs plus élevés. Donc, voilà, il faut y aller franco. Donc, moi, je vous donne en toute transparence mes tarifs. Maintenant, je ne travaille plus avec Paris, mais je donnerai tout à l'heure Paris. Le secteur marchand, je le fais à 1 850 € la journée. Donc, je parle province là. 1 850 € hors taxe. De toute façon, on ne parle qu'en hors taxe. Hein. Quand on est devant le client, les seuls chiffres qui sont prononcés sont du hors taxe. Donc, 1 850 pour de la facilitation. Et je prévois, et ça c'est moi, c'est pour une journée de facilitation, je prévois
soit une demi-journée, soit une journée de prépa. Ça dépend de la complexité du truc. Maintenant, avec la bouteille que j'ai, généralement, je prends juste une demi-journée de prépa parce que je n'ai pas besoin de plus. Mais si ça vous paraît très complexe, la plupart des facilitateurs vont faire du 1-1, y compris des facilitateurs seniors. La pratique du métier, c'est plutôt 1-1. Si vous avez 2 journées, vous prévoyez qu'une journée de prépa. Hein. Ce n'est pas non plus 2 journées de facilitation, 2 journées de prépa. Là, à un moment donné, il faut quand même que ce soit un peu raisonnable. Donc, moi, ce que je fais, c'est 1,5, mais vous pouvez avoir du 1,1. Et je fais des tarifs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je fais un tarif prépa qui est différent. C'est-à-dire que mon tarif prépa, il est 70% de mon tarif de facilitation. Parce que la prépa, elle est au téléphone, elle est devant mon ordinateur, elle est de ça. C'est une autre énergie. Et donc, j'estime que ça ne vaut pas autant. Voilà. Donc, du coup, ça me fait du 1300, je crois, 70% de 1850, je ne sais pas. Mais voilà, c'est à peu près ça. Après, sur l'associatif, et le public et le parapublic, je suis à 1450 de la journée. Et évidemment, 70% de 1450 pour les journées de prépa. Donc, ce sont des tarifs qui, sur Nantes, sont considérés relativement élevés pour un Nantais. Si les boîtes nantaises font appel à des Parisiens, elles vont considérer que je ne suis pas cher. Et c'est ce qui m'est arrivé avec les boîtes là, que je vais faciliter la semaine prochaine. Ce sont les plus grosses boîtes de la région nantaise, enfin région nantaise et Vendée. Donc, vous imaginez un peu les grosses boîtes que c'est. Et en l'occurrence, lorsque j'ai envoyé mon devis, donc mon devis était à une journée plus une demi-journée, donc ça faisait 2500 € hors taxe. Et le retour que j'ai eu, c'est on a aimé votre propale et en plus, vous étiez moins cher que les autres. Voilà. Donc, du coup, et les autres auxquels ils avaient fait appel, c'était pour beaucoup des gens qui faisaient des tarifs parisiens parce qu'ils travaillaient beaucoup à Paris. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que parfois, ça fait des distorsions quand même relativement importantes. Quand j'étais à Paris, à travailler avec des boîtes du CAC 40, je vendais 2100 la journée. Et ça se vendait, hein. Il n'y avait pas de souci pour ça. Après, ce n'est pas toutes les boîtes, mais voilà, 2100, ça passait. BNP, voilà, il n'y avait pas de souci avec ce type de boîte-là. Quand il y a du volume, c'est complètement différent. Donc, Airbus, par exemple, pendant toutes les premières années, j'avais un contrat cadre qui était un contrat qui n'était pas limité dans le temps. Ce n'était même pas un contrat annuel, c'était un contrat cadre non limité dans le temps. Et à chaque fois qu'il y avait des nouvelles missions, il me faisait un ordre de mission et je faisais une facture qui correspondait à l'ordre de mission. Et c'est comme ça que ça marchait. Et eux, ça a été pendant très, très, très longtemps mon plus gros client Airbus. Bon, plus depuis ce que vous savez. Et donc, eux, je facturais à la journée. Pendant toutes les premières années, je crois que j'étais à 1100, je crois. 1100. Mais j'en faisais des tonnes dans l'année. Donc, ils m'apportaient du volume. Et ils avaient un système de dédommagement qui était ils ont un système de dédommagement de frais qui est très intéressant. Donc, en fait, il faut penser ça aussi dans le tarif. Donc, je reviens sur le système de dédommagement Airbus. Airbus, c'est déplacement province-province. Donc, par exemple, Paris-Toulouse ou Nantes-Toulouse, puisque je faisais ça à Toulouse, ils me versaient 600 € pour le forfait transport et 150 pour tout ce qui était accommodation, donc hôtel et bouffe. Et donc, si je restais 2 jours sur place, j'avais 900 € en plus. Comme moi, je prenais des billets d'avion très en avance, quand j'avais les dates en avance, mon billet d'avion aller-retour, il me coûtait peut-être 100 €, donc je gagnais 500 € là. Donc, du coup, ça me faisait compléter. Donc, je gagnais 1100, mais en réalité,
Les 150, ils passaient tous. Hein, dans l'hôtel et la bouffe, ils y passaient. Parce qu'on était dans des endroits où je n'avais pas le choix d'aller dans quelque chose de moins cher. Donc, du coup, là, je récupérais de l'argent à cet endroit-là. Donc, pensez aussi que lorsque vous faites une propale avec un tarif jour plus prépa, plus frais. Et là, il y a des forfaits. Et moi, je vous incite à faire des forfaits pour déplacement, un forfait transport et un forfait accommodation. C'est vraiment important de faire ces forfaits-là parce que si vous disent de présenter vos factures d'hôtel, de bouffe, de machin, etc., en fait, vous avez un problème à un moment donné de double TVA. C'est-à-dire qu'eux, ils vont vous rembourser que ce qui apparaît sur le ticket, sauf que vous, quand vous le mettez dans votre facture, vous êtes obligé d'ajouter 20%. Donc, vous perdez 20%. Donc, en fait, vous n'êtes pas remboursé à la hauteur de ce que vous avez payé vous. Donc, le remboursement de frais, je ne sais plus quel nom ça porte, mais de frais réels, le remboursement de frais réels est à éviter à tout prix quand vous faites une propale. Forfait transport, forfait accommodation. Et moi, généralement, je les gonfle. Comme ça, je fais un petit peu de… Alors, pas autant que les forfaits Airbus, mais je fais des forfaits où je fais une petite marge supplémentaire qui fait que ça augmente mon tarif à la journée. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui permettent à un moment donné de faire monter un peu ce que vous en retirez de votre mission. Voilà, j'espère qu'avec toutes ces filouteries-là, qui sont des choses très normales dans le métier, vous n'allez pas me prendre pour un filou de première, mais voilà. Anne, avais-tu une question? Qui se bat avec son mute. Voilà. C'est ça, merci. Non, c'était juste pour compléter. Tu disais, du coup, là, par exemple, pour Airbus, c'était 150 € nuit plus bouffe. Et pour le transport, il te dédommageait à hauteur de combien? 600. 600, ok. Merci. Pierre, je sais que tu ne m'as pas écouté en fait, j'ai exprimé à un moment donné comment moi j'avais monté mon activité à Paris, puis à nouveau à Nantes. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'idée c'était de clarifier ces questions-là. Est-ce que toi tu as une question ou est-ce que tu as d'autres questions qu'on garde pour après? Non, pas de question vu que j'ai pris le train très en retard. Donc, pour l'instant, pas de question. Merci. Merci Pierre. Et on avait démarré par Marie-Paul, c'est ça? Non, on avait démarré par Anne. Mais… On avait démarré par Anne. On avait démarré par Anne les questions? Oui, mais j'avais pas de questions. Ah oui, donc très bien. Donc on est en train de refaire un tour là, c'est ça? Et qui a d'autres questions? Alors du coup, on va faire un popcorn. On est bon sur les questions? Super. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la phase suivante qui va être une phase. Alors, il y a plein de choses qui sont écrites sur le côté, mais je ne les ai pas encore lues. Akara, évidemment. On pourrait créer un statut d'intermittent de la facilitation. Ben oui, bien sûr. Bon, mais c'est cool. C'est les petits mots d'Akara qui sont bien sympas. Donc, ce que je vous propose, c'est que maintenant, on passe à vos questions plus génériques. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire une question générique et on va tous contribuer en nourrissant le centre. Dans l'ordre suivant, Pierre, tu es arrivé un petit peu après nous. Donc, je t'invite à prendre une feuille de papier pour pouvoir noter dans quel ordre on fait le tour de cercle. Est-ce que tu as une feuille de papier devant toi? Oui, j'ai. Alors, je te donne l'ordre et je vous donne à l'endroit où j'ai mis Pierre aussi pour que vous puissiez le rajouter. Donc, Amélia, Anne, Pierre, Marie-Paul, Akara, Gaël, Thomas, Julie. Comme ça, on nourrira le centre en mode assez rythmé et synthétique dans cet ordre-là. Alors, qui a une question qu'il ou elle a envie de soumettre?
On peut commencer par celle de Gaël ou par quelqu'un d'autre, c'est comme vous voulez. Bon, C'est ben lancé, voilà. Gaël? Voilà. Voilà. Donc la problématique, c'était comment rendre attractif, en tout cas attractive la facilitation, comment la vendre tout simplement. Ok. On va faire un petit popcorn de questions de clarification si nécessaire avant qu'on aille nourrir le centre en cercle. Question de clarification? Oui, Pierre, est-ce qu'il y a un contexte particulier que tu peux préciser ou est-ce que c'est vraiment purement générique comme question? Alors, c'est plutôt générique, mais pour autant, il y a un contexte qui, quand je veux parler de facilitation, en fait, les gens en comprennent le principe, disent oui, oui, c'est une bonne démarche, mais pourtant, je ne parviens pas à transformer mon enthousiasme en quelque chose de concret. Ok. Autre question de clarification? Marie-Paul? Oui, du coup, c'est dans le cadre d'aller chercher un client, pas de répondre à Non, un appel d'offres. tout à fait. En fait, la situation est même un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas lancée en tant que facilitatrice. Pour autant, je fais partie d'un grand groupe pour lequel la facilitation commence à pénétrer un petit peu et je voudrais donc m'immiscer dans cette Ok. possibilité-là. Donc là, c'est en tant que facilitatrice interne. Voilà. Autre question de clarification? C'est bon? Alors, je vous propose qu'on fasse un tour de cercle, comment ce qui veut. On va dans le sens des aiguilles d'une montre de ce que vous avez sous les yeux pour nourrir le centre. Est-ce que tu peux, avant cela, nous redire en une phrase ce que tu attends de nous, Gaëlle? Oui. Ça pourrait commencer par aidez-moi à. Merci, oui. Aidez-moi à trouver l'accroche pour concrétiser la facilitation ou la proposition de facilitation. Ok, merci. Comment ce qu'il veut. On va faire du nourrir le centre. Anne, donc j'ai compris que tu t'es formée à la facilitation en tant que salarié en fait, dans une entreprise et que tu as forcément eu des personnes qui ont validé cette formation-là et donc potentiellement te vendre via eux en fait. Parce que s'ils te l'ont payé, c'est qu'ils ont cru à... Enfin, voilà, je sais pas comment ça s'est fait, mais potentiellement, en fait, pas forcément à les convaincre, mais du coup, t'appuyer sur les personnes qui t'ont fait confiance pour te former à ça. Je sais pas si c'est très clair. Si, Merci. si, c'est très clair. On va continuer à nourrir le centre. Comme Gaël, tout le monde ne connaît pas ton contexte, donc l'idée, c'est pas que tu expliques ou justifies. On va nourrir le centre et tu prendras ce qui t'intéresse derrière. D'accord? Oui. Alors après, Anne, c'est à toi, Pierre. Oui, je n'ai pas d'idée pour le moment. Je suis toujours en cours de réflexion. Spontanément, là, il Ok. n'y a rien qui me vient. Je vais Passe. passer mon tour. C'est à moi, du coup. Moi, ce que je dirais, c'est d'aller montrer sa couleur, montrer sa des réunions, faire une démonstration, quoi. Pas seulement en parler, mais arriver à en faire une démonstration. Ok. Akira, moi, j'avais trois idées. Le premier, c'est au cours des réunions d'équipe, proposer les facilitations dans les réunions régulières. L'autre idée Mets ton micro bien devant la bouche, s'il Oui, te pardon. plaît. Ouais. Proposer de la facilitation lors de réunions régulières. Ensuite, en deux, moi, peut-être lorsqu'il y a des besoins en interne d'appel à un consultant, proposer peut-être d'essayer de faire plutôt des choses en intelligence collective avec les équipes concernées plutôt que de faire appel à un consultant extérieur. Tenter le coup. Et troisièmement, peut-être faire des
des trucs de pratique régulière avec des collaborateurs, alors, je sais pas, en mode codev interne ou des choses comme ça, ou des méthodes de six chapeaux, puisque ça marche hyper bien et que tout le monde l'a testé et tout le monde sait que c'est une super méthode, avec, avec des collaborateurs de manière régulière. Voilà, j'ai dit. Merci. Donc, Gaël, je vais sauter, je vais prendre la parole du coup. Pour moi, cette question d'accroche, elle n'est pas évidente quand on est facilitateur interne. Voilà, elle n'est pas évidente. Parce qu'en plus, c'est toi qui t'es payé ta formation, tu ne l'as pas fait à travers la boîte, si je me souviens bien. Donc, du coup, entre guillemets, tu viens offrir un service qu'on ne t'a pas demandé. Donc, ce n'est pas simple. J'aurais envie de t'inviter à proposer un temps de facilitation sur le temps du déjeuner avec qui veut de volontaire et juste que tu puisses montrer à un moment donné tes qualités, tes compétences de facilitatrice avec ta couleur. Viens qui veut. Et puis voilà, une fois un World Café, une fois un six chapeaux, juste pour montrer à quoi ça peut ressembler pour toi la facilitation. Moi, j'aurais plutôt imaginé qui correspondrait à tu sais, quand j'ai invité des entreprises gratuitement. Voilà, l'idée, c'était de montrer ce que je savais faire. J'ai parlé. Julie. Moi, j'ai pas d'idée. Okay. J'ai pas d'idée, désolée. Pas de souci, passe. Passe aussi. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses en popcorn qui vous viennent sur cette notion d'accroche? Là, on est dans un cadre spécifique et puis après, on va parler d'un cadre plus générique de comment aller parler aux clients de facilitation. Oui, Pierre, puisque Gaël est dans une grosse société, peut-être y a-t-il un service formation RH interne avec un catalogue à disposition ou un service dédié peut-être à ce genre d'activité et elle peut s'inscrire ou se faire porter ou supporter par le service formation interne pour porter ce qu'elle peut apporter aux équipes en termes de facilitation. Ok, merci. Autre chose? Anne, on a parlé de proposer des outils, je crois que c'est Akara qui disait ça. Après, c'est pas forcément, enfin, je sais pas si on peut, enfin bref, proposition, c'est de le faire en louvoyant, enfin pas en louvoyant, mais en gros de pas dire clairement que c'est de la facilitation, mais de prouver par l'action que c'est quelque chose qui marche. Et en fait, si les gens viennent en disant c'est génial ce que tu fais, je fais bah ouais, je me suis formée à la facilitation, à l'intelligence collective, si tu fais de planter des graines en fait. Voilà. J'ai dit. Je vous propose qu'on passe à la même thématique, mais plutôt pour des personnes qui sont facilitateurs. On a perdu Julie, je crois, dans l'affaire. Donc, je dois vous quitter, je suis désolé. Pas de souci, Julie, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, vous allez vous adresser et on fera en sorte pardon, de ne pas prendre plus d'un quart d'heure pour qu'on puisse terminer cette soirée pas trop tard. Vous allez vous adresser à un client et je souhaiterais qu'on puisse ensemble nourrir le centre sur quelles sont les bonnes pratiques que vous avez utilisées jusqu'ici et qui ont fonctionné, sur comment vous accrochez le client sur cette notion de facilitation. Et je vous propose un popcorn. Qui se lance?
est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Alors, je reprends la question. L'idée, c'est, vous êtes allé voir des clients ou des prospects et vous leur avez parlé facilitation. Comment vous avez fait, qui a marché, qui a bien fonctionné? C'était quoi vos bonnes pratiques? Pierre, je prends la parole, même si j'ai jamais eu la possibilité de le faire en réel. Mais pour moi, l'argument clé, c'est que la solution a été portée par les équipes, donc elle a forcément, donc elle a fonctionné. Donc elle ne peut que fonctionner. Puisqu'elle vient des équipes, elle a été portée par les équipes. Alors, attends, parce que j'entends ton argument, j'essaie juste de le placer dans la chronologie de tu vas voir un client pour la première fois Oui. et comment est-ce que tu en arrives à ce que tu viens de dire? Que s'il doute ou s'il peut être surpris du côté novateur de l'approche ou de la pertinence de la solution de facilitation par rapport à d'autres solutions, mettre en avant que la facilitation, c'est que ce sont les équipes qui vont travailler par elles-mêmes, pour elles-mêmes, avec leur propre expérience. Et de fait, la solution qui va en sortir ne peut être que appropriée, contextualisée et donc viable. Et Ok, forcément, il y a tout l'aspect change qui est déjà bypassé parce que ça vient déjà des équipes. Donc, ok, forcément, merci. ça ne peut que fonctionner. Donc, c'est toute la dimension adhésion-appropriation que l'on a Complètement. de facto dans un processus d'intelligence collective. Ok, Tout à fait. merci. Popcorn. Moi, Akara, je l'ai fait que 2 fois. Donc, une première fois, on était venu me voir en fait en pensant que j'allais faire une mission de conseil. Donc, du coup, je me suis assis avec le client, j'ai demandé quels étaient ses besoins, etc. Et c'est là que je lui ai proposé plutôt de faire en mode facilitation avec les équipes. Donc, ça a pas mal marché, ça. Comment tu l'as fait switcher? Et est-ce que tu peux mettre ton micro, s'il te plaît, un peu plus Ouais, proche? comment je l'ai fait Comment tu l'as fait switcher switcher du conseil vers la facilitation? en disant que j'étais pas expert et que pour moi, justement, la compétence, elle était dans les équipes. Ok, donc ça, c'est l'argument. Vous Ouais. l'entendez? Le facilitateur, il est sur le cadre, il n'est pas sur le contenu. Exactement. Donc ça rejoint un petit peu ce que dit Pierre. Les autres fois où ça m'est arrivé, c'était pour des changements pour un ras-le-bol par rapport à des conduites de certaines réunions. Donc de réunions plénières à 70-80 qui étaient vachement descendants et simplement parce qu'ils se plaignaient du fait que c'était pas assez participatif avec l'ensemble des collaborateurs. Donc c'était quelque part justement entre une intention de faire du team building et sortir du descendant et d'implication des salariés. Donc ça aussi, c'est un bel argument dans le sens fédération des collaborateurs. Et l'autre truc sur lequel j'agis souvent, c'est souvent lorsqu'il y a des formations ou de l'information descendante pour tout ce qui est le recueil des réactions, des feedbacks. Et moi en particulier, je me suis beaucoup appuyé là-dessus. C'est beaucoup dans ce contexte-là que je me suis appuyé sur les 6 chapeaux en disant que justement, lorsqu'il y a une allocution, je ne sais pas, le grand patron qui parle à tous ses collaborateurs, etc., comment est-ce que tu fais pour recueillir les avis, les réflexions des gens, etc., pour qu'il y ait un retour? C'est hyper précieux et souvent ça marche bien parce que le patron lui-même dit j'ai parlé pendant 2 heures, mais je ne sais pas ce que les gens ont pensé. Voilà. Donc proposer Merci. ça systématiquement. Si je reprends un point qui pour moi me paraît super important, c'est comment est-ce que tu mets le client ou le prospect dans la situation de dire lui-même qu'il ne sait pas faire. Et là, dans ce cas-là, c'est possible de lui proposer une solution, qui est la facilitation. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez envie de partager de vos bonnes pratiques? Après, je pense que ça peut être du partage d'expérience. J'ai déjà fait dans une entreprise, on est parti de là et on est arrivé à ça. Enfin, montrer qu'est-ce que ça peut apporter. Dans vraiment un exemple concret avec une entreprise connue ou quelque chose comme ça. Enfin.
avec une toute petite nuance qui est celle de prendre le temps d'écouter le besoin de la personne avant de lui donner l'exemple de tiens, face à ce besoin-là, voilà ce que nous avons pu vivre. Donc, de vraiment être dans la continuité, dans le flow de ce que la personne raconte. OK. C'est bon pour ce point-là? Est-ce qu'il y a une autre question que vous avez envie de mettre au collectif? Moi, j'en aurais une. C'est quand on se lance, est-ce qu'il faut rester centré sur sa couleur et ce qu'on propose, ou est-ce qu'on peut se permettre dès le départ de cibler et du coup, si une association nous propose quelque chose, se permettre de refuser, ou est-ce qu'il vaut mieux d'abord s'étendre et tout accepter pour après, une fois qu'on a une certaine notoriété, se recibler? D'un côté, je me dis que on ne peut pas se le permettre pour pouvoir être connu. Et d'un autre côté, on peut se faire des avis négatifs parce que ça serait sur quelque chose sur quoi on n'est pas à l'aise ou qu'on n'est pas. Donc, c'est pas notre couleur, quoi. Merci. Alors, je vous invite à ce qu'on fasse un petit tour de cercle rapide de positionnement par rapport à ces deux polarités que vient de nous exprimer Marie-Paul. Donc, après toi, c'est Akara. Est-ce que tu veux bien démarrer, s'il te plaît? Ouais, moi je prends tout. Pourquoi? Je prends tout parce que ça me permet de faire connaître des gens, ça me permet de connaître des gens et c'est trop sympa. Et c'était un joli lapsus. OK. Gaëlle. Moi, je suis mon cœur. Si je ne sens pas à l'aise, j'y vais pas. Pour gagner, justement, je débute, donc j'ai besoin de confiance et d'acquérir mes armes, de fourbir mes armes à ce moment-là. Et petit à petit, de rayonner et d'élargir mes compétences. Merci. Moi, au début, je prenais tout parce que je sentais que j'avais besoin de me faire la main et de prendre et de découvrir plein de contextes et de situations extrêmement diverses. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux dire que je ne vois pas quelle typologie d'organisation je n'ai pas rencontré aujourd'hui. J'ai facilité toute typologie d'organisation. Voilà. Et il y en a que j'apprécie et d'autres que j'apprécie pas. Mais c'est parce que je l'ai fait que je le sais. J'ai parlé. Amélia. Oui, moi je prendrais tout aussi, je pense, pour l'expérimentation. Et puis, pour lever des freins que j'aurais peut-être, et puis qu'en fait, pour être sûr que les freins que j'ai ou que je me suis mis au départ, en fait, sont des vrais freins. Donc voilà. Et puis après, pour le rayonnement, en fait, pour se faire connaître, pour le rayonnement, pour le partage. J'ai parlé, merci. Du coup, c'est à moi, je crois. Donc, Anne, moi, je ne suis pas encore lancée. Je n'ai même pas encore fini la formation. Mais je sais que le sens... Enfin, faut qu'il y ait un sens, en fait. J'agirais plus par cœur et par intuition. Et oui, parce que moi, j'aurais besoin de confiance, de me sentir en confiance pour pouvoir vraiment être pleinement qui je suis dans un premier temps. J'ai dit. Pierre, moi j'irais par intérêt, curiosité. Je partagerai juste ma capacité, mes doutes, mon savoir-faire et ma connaissance de la problématique et de l'environnement du client avec mon client pour qu'il sache en pleine conscience que ma capacité à intervenir et voir et sentir ma capacité à intervenir. Donc, je partage avec lui ce doute et cette capacité à prendre la problématique ou pas. Ce qui me permettrait de me sentir plus à l'aise et pour faire pleinement ce travail.
Merci. Autre question en suspens, la dernière qu'on prendra ce soir, s'il y en a une. Non, et bien du coup, ce que je vous propose, c'est que l'on fasse une petite déclusion. Comment je me sens? Ça fait déjà 1 heure, presque 45 que nous sommes ensemble, donc c'est pas rien. Ça a été beaucoup d'informations, donc j'espère que vous avez réussi à en retirer quelque chose. Et vous qui nous regardez en replay, que vous serez arrivés jusque-là dans votre visionnage. Donc, petit tour de cercle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Commence qui veut et comment je me sens, avec quoi je repars comme pépite de cette soirée. Je vais commencer, Pierre. Je me sens très content d'avoir remis les pieds dans cet environnement de facilitation que j'avais quitté il y a quelques mois de cela, suite à la formation, parce que je n'ai pas du tout eu l'opportunité ou pris l'opportunité de l'appliquer. Et donc, ça me permet de remettre, ouais, je remets les pieds dedans, donc ça me redynamise, ça me redonne envie. Donc voilà, je suis très content d'avoir pris même le train en retard, mais très content d'avoir pu partager ce moment avec vous. Merci. Une pépite? Non, pas particulièrement. Ok, merci Pierre. Donc, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça donne Anne. Donc avec un micro, c'est mieux. Je me sens à la fois nourrie et toujours autant fatiguée. J'ai faim aussi parce que je n'ai pas mangé. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long, mais c'était chouette. Et du coup, en pépite, en fait, la pépite, c'est de proposer ça pour... Enfin, pour moi, c'est extrêmement Oh, je sais plus parler. Je crois que j'ai trop faim. Ce moment avec vous, en fait, c'est hyper. Ah, ah, je sais plus. J'arrive pas à trouver le mot. C'est horrible. C'est pas assez chouette, mais ça a une valeur inestimable en fait de pouvoir partager sur ces sujets-là. Voilà. Moi, je suis loin de lancer mon activité, mais c'est toujours intéressant de comment dire. Déjà en fait d'avoir déjà des petites pistes et pour pouvoir se lancer même si c'est dans 6 mois ou 1 an. Voilà, j'ai dit. Merci. Ça doit être à moi. Et du coup, moi, je me sens super bien. Je suis contente. Ce moment, il m'a fait du bien. C'est vrai que ça m'a manqué de ne pas faire de facilitation comme ça. C'était super. Franchement, c'est chouette. Merci beaucoup, Thomas, pour ça. Et puis, moi, ma pépite, je crois que justement, c'est ce moment-là, en fait. Et c'est de se dire qu'on peut s'appuyer sur ses pairs pour poser les questions et puis nourrir sa réflexion. Et du coup, je suis super contente. C'est parfait. Merci. Merci. Eh bien, moi, je suis ravi. Je vous avoue que j'ai pas regardé du tout la montre et quand j'ai vu le temps qui était passé, j'ai fait waouh, j'ai pas fait le gardien du temps. Bon, voilà. Eh ben, bear with me, désolé. Voilà, c'est comme ça. Désolé d'avoir laissé passer le temps, laissé filer le temps. J'ai passé un très bon moment avec vous ce soir, qui s'est fait en pleine improvisation parce que je n'avais pas du tout préparé grand-chose, juste 2-3 trucs dans ma tête, mais très très vaguement. Donc, je suis très heureux de cette soirée-là en impro et puis, ouais, j'ai envie de proposer des choses comme ça plus régulièrement sur des thématiques diverses et variées. Donc, n'hésitez pas à proposer des thématiques et du coup, avec plaisir d'en organiser un par mois. Ça pourrait être vraiment cool, quoi. J'ai parlé. Merci.
C'est mieux avec le micro. J'ai entendu le mot j'ai été nourrie et en fait je me suis dit oui c'est ça. J'ai vraiment été nourrie ce soir et j'ai beaucoup apprécié. Ça va dans le sens de ce que je vis, donc je me sens vraiment super bien. Et ma pépite, c'est effectivement de la jouer en douce. La facilitation, c'est comme l'intelligence émotionnelle, c'est soi et on la vit au tout le jour et c'est par l'exemple qu'on va permettre de diffuser, de rayonner tout ça. J'ai dit. Merci. Akara, crevé, plein de gratitude pour ce moment. Ravi d'avoir trouvé des gens que je connaissais. Merci d'avoir partagé toutes ces questions, ces doutes, ces hésitations que je traverse aussi. Donc ça me met en joie de savoir que je suis en compagnonnage avec vous, qu'on est sur ce chemin. Et avec ces doutes, avec ces difficultés, avec tout ça, je me sens entouré. Et ma pépite à moi, alors c'est que j'ai envie de monter un truc avec vous 7. Alors il faudrait qu'on trouve un PDG du CAC 40 qui accepte de payer 20 000 euros par journée et puis qu'on joue chacun des rôles différents. Justement, quoi. Je rebondis sur le coup de Thomas qui faisait venir ses copains, mais en fait, je me dis, mais en fait, il suffit d'avoir un bon client qui paye bien et puis 7 copains et puis on se fait plaisir, quoi. Voilà, j'ai dit. Merci. Pour ma part, oui, je me trouve vraiment nourrie. Je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. Ça m'avait manqué. Et c'est toujours aussi agréable et toujours aussi porteur et nourrissant, quoi. Ma pépite, c'est dans Thomas, dans ce que tu as dit, de ton expérience quand tu es arrivé à Nantes, que tu as essayé de faire du démarchage et que ça n'a pas marché. Et vraiment le conseil de partir plutôt sur un réseau. Enfin, voilà. C'est vraiment une question que je me posais et je me disais, mais comment faire? Et ça m'a ouvert les yeux là sur une manière de se lancer. Donc c'est super. Merci beaucoup. Et merci d'avoir proposé un moment comme ça et je serais ravie d'en partager plein d'autres. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle nuit. Bon repos et n'hésitez pas à proposer plein de thématiques et du coup, on peut potentiellement s'en refaire 2 avant la fin de l'année. À tout bientôt et il y en a certains que je vois mardi prochain pour l'apéro festif promo 6. Yeeha. Carrément. Allez, salut. Ciao, ciao. Salut. Bonne soirée, au Thomas, merci plaisir. à tous. Bonne Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée.